cette bonne opportunité d'échanger sur la question du gouvernement des terres forestières au Cameroun. Alors déjà, je commence par préciser pourquoi le choix de ce titre, du bon gouvernement. Ça peut sembler être un jeu de mots sur une autre notion similaire qui est celle de la bonne gouvernance, mais pas tout à fait. En fait, j'ai choisi ce titre parce que je suis dans le cadre de mon travail de postdoc actuellement à l'université de Göttingen. Je travaille beaucoup sur les questions de pouvoir, donc la question du pouvoir dans le gouvernement des choses. Et parmi les littératures qui m'influencent sur le moment, il y a donc deux ouvrages qui mettent en avant cette notion du bon gouvernement. Il y a l'ouvrage de Quentin Skinner, qui est en anglais, un philosophe anglais qui travaille sur la philosophie politique et qui mobilise notamment les travaux qui s'inspirent de l'usage de la peinture dans la pensée politique. Et donc il a fait un ouvrage en 2003 qui mettait en avant une peinture de Ambrogio Lorenziti, plus précisément, qui est un peintre italien qui avait peint une fresque au XIVe siècle mettant un peu en image ce que serait un bon gouvernement. Et ce travail a été mobilisé à nouveau et élargi plus récemment dans un essai de Pierre-Ozanne Vallon, qui a fait aussi un essai qui porte le titre du bon gouvernement. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Le bon gouvernement, selon cette fresque et selon la conceptualisation qui en a ensuite été faite par les deux auteurs que je viens de vous citer, donc Skinner en 2003 et Ozanne Vallon en 2015, le bon gouvernement serait en opposition à un mauvais gouvernement. Le bon gouvernement serait donc un gouvernement qui s'inspire du souci de promouvoir la paix sociale dans tout ce qu'il fait. Ce bon gouvernement devrait aussi avoir comme agenda l'harmonie de ses actions, donc la cohérence, l'harmonie de ses actions, la concorde de son action interne, donc la concorde des membres de son équipe, et le souci des gouvernants de séparer les affaires publiques des affaires privées. Et donc ça m'a semblé très inspirant lorsqu'on parle de la question des politiques d'usage des terres forestières contemporaines, parce que cela fait écho, on peut avoir l'impression que ça fait écho à une actualité récente, mais ça peut finalement remonter à très loin dans ce que beaucoup d'auteurs, notamment en philosophie politique, ont conceptualisé comme étant les attentes du peuple vis-à-vis du gouvernement. Et on va voir comment ce code du bon gouvernement que je viens de synthétiser, comment cela fait écho à une question comme celle de l'administration des terres forestières dans un contexte de pays en développement comme le Cameroun. Donc ma présentation va suivre 5 points. Je vais d'abord vous donner une petite introduction, vous proposer une petite introduction des liens entre forêt et foncier au Cameroun. Ensuite, je présenterai ma démarche et la question de recherche qui guide ce travail, plus l'hypothèse que je mets en avant et que je défends. Ensuite viendra donc la présentation d'une étude, plus précisément de 2 études de cas, donc à savoir l'histoire de la forêt de Ngoïla Mintom et le projet agro-industriel de palmiers à huile de Heracles Farms. Ensuite, j'essaierai de montrer de façon très brève
quelles sont les ruptures qu'on peut dégager et les continuités entre ces deux cas d'études en matière de gouvernement des terres forestières pour le cas du Cameroun. Et puis je conclurai. Donc déjà, pour commencer, j'ai pensé utile de vous montrer de façon un peu visuelle à quoi cela renvoie de parler de la forêt dans le contexte du Cameroun. Et ça peut s'élargir très aisément dans le cas général des pays du bassin du Congo. Donc, au Cameroun, la forêt, c'est des besoins industriels, c'est une satisfaction des besoins industriels. Les plus évidents étant l'exploitation du bois. Donc on a l'exploitation du bois, on a la question des aires protégées qui sont assez importantes. On a dans cette exploitation du bois deux dimensions, une formelle, on va dire plus ou moins formelle, qui est celle de l'industrie du bois, et une autre qui est quasi totalement informelle, qui est celle du sciage dit artisanal de bois, et qui est souvent aussi considéré comme étant l'exploitation illégale. Et à côté de ça aussi, toujours dans la dimension informelle, on a des exemples, une activité intense de charbon de bois. Maintenant vient en ajout à cela la question plus directement liée au foncier, qui est celle de l'utilisation des terres forestières, soit à une échelle locale pour l'agriculture paysanne, donc la bâtie brûlée en général, ou alors une dynamique qui est en train de monter en agenda au niveau national, qui est celle de l'agro-industrie, l'extension ou l'expansion de l'agro-industrie, notamment du palmier à huile. Ça, c'est notamment une photo du cas d'Héraclès Farm, dont je vais vous parler plus tard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas où se situe le Cameroun, qui ne connaîtraient pas où se situe le Cameroun, c'est un tout petit pays en termes de superficie par rapport au Grand Congo voisin, ici. Et la situation des forêts est, si j'essaie d'illustrer ça de façon assez approximative sur cette courbe de transition forestière, plus illustrée par les collègues du CIFOR notamment, je dirais que la situation des forêts est plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire on n'est pas dans le cas d'un couvert forestier encore totalement, enfin, majoritairement intact, mais plutôt vers une dégradation, mais qui n'est pas encore non plus complètement très basse, là, comme ce serait le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et en termes de superficie, ça représente à peu près 18 millions d'hectares des terres nationales. Et la répartition en termes d'usage, donc, qui fait écho aux photos que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est à peu près, je m'excuse, les titres, les libellés là sont en anglais, mais c'est en gros les concessions forestières, donc les unités forestières d'aménagement qui représentent la plus grande part. Ensuite viennent les aires protégées, les réserves, les zones de chasse, les forêts communales, et puis les forêts communautaires qui montent en termes, relativement par rapport aux forêts communales, et puis les autres types de terres qui ne sont pas dans les catégories précédentes. D'un point de vue juridique, je fais juste un petit flash pour montrer comment la forêt est représentée, enfin la forêt ou la question du foncier, parce que ce que je mets en avant ici, c'est l'enchâssement des enjeux des deux ressources, donc la forêt et le foncier. Au niveau du code foncier, le code foncier au Cameroun est régi par une ordonnance qui date de 1974, qui a été précisée 2 ans plus tard par un décret. Et dans ce code forestier, voilà, dans ce code foncier, il est plus ou moins explicitement dit que la forêt appartient à l'État. Et le foncier, la terre. Dans le code forestier, la même précision est, peut-être un peu plus explicite, où on dit que voilà, les ressources génétiques du patrimoine national appartiennent à l'État du Cameroun.
Et le but de ce code forestier est d'assurer une gestion intégrée et de façon soutenue et durable de la conservation et de l'utilisation des dites ressources au niveau national. Donc, je précise que cette loi, vous voyez, elle est de 1994, donc on peut déjà voir qu'elle a été relativement assez influencée par l'agenda de Rio qui s'est tenu deux années plus tard. Donc, au niveau du questionnement, donc, la question du clivage entre conservation et exploitation au Cameroun est assez claire au niveau national. Et partant de cette dualité-là, la question que je me suis posée dans cette réflexion, qui, je souligne, a commencé à être menée au cours de ma thèse soutenue en 2015 et que je continue en partie dans le cadre de mon travail de postdoc actuellement. Donc cette question est de savoir quelles sont les dynamiques de pouvoir qui gouvernent les politiques d'usage des terres forestières, particulièrement dans le cas du Cameroun et puis dans d'autres travaux plutôt appliqués à la Côte d'Ivoire. Et j'essaie de mettre en avant une hypothèse, je défends une hypothèse ici qui est celle de dire que mes observations dans le cas du Cameroun donnent l'impression qu'on est dans une centralité de la question des politiques d'usage des terres forestières autour de l'acteur qui est l'acteur étatique. Donc de ces bureaucraties spécialisées, parce que l'État ici, je vais certes de temps en temps en parler de façon un peu générique comme ça, mais par moment, je vais devoir éclater ça et montrer quelles sont les logiques portées notamment par des bureaucraties spécialisées de la forêt ou celles d'autres administrations. Et donc, j'avance dans cette hypothèse que l'État camerounais fait face à diverses injonctions externes à l'État et qui visent en général à conserver la forêt dans le sens opposé de son agenda prioritaire qui, lui, est de les exploiter, ces forêts. Et de fait, l'État tend à se comporter un peu comme... tend à mobiliser des outils de transgression de ses propres lois ou, dans certains cas, de ses engagements vis-à-vis des acteurs externes à l'État, soit pour contourner les injonctions, soit plutôt pour essayer d'imposer son agenda prioritaire. D'un point de vue méthodologique, cette diapo vise juste à donner un peu, à clarifier un peu mon positionnement dans le cadre de cette réflexion que je continue à faire avancer. Je me situe résolument dans le cadre de cette réflexion dans une lignée dans un choix d'analyse axé dans les méthodes de sociologie politique historique autant que possible, avec une priorité pour l'approche compréhensive, c'est-à-dire que je donne place à la rationalité des acteurs, c'est-à-dire que les acteurs, à un moment donné, ont comme dirait quelqu'un, ont des bonnes raisons d'opérer des choix qu'ils opèrent. Et ces choix, dans beaucoup de cas, ont une certaine intentionnalité. Et cette intentionnalité va souvent reposer sur des logiques implicites et informelles que j'essaie de dégager par différents moyens. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension parfois déterministe des processus sociaux que j'observe. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans certains cas un comportement de l'État qui est plus ou moins conditionné par, excusez le jeu de mots, par sa propre condition. L'exemple que j'ai en tête, c'est notamment une partie des travaux que j'ai menés avec Alain Karsenty sur le rôle et le poids d'un État, entre guillemets, fragile,
vis-à-vis des injonctions des acteurs externes lorsque cet État est en situation de dépendance manifeste. Donc, est-ce que ce type d'État-là peut vraiment prendre des commandes, enfin, commander les logiques de réduction de sa déforestation ou plutôt de son arrêt? Ces deux approches donc, de sciences politiques ou plus précisément de sociologie politique sont, dans mon cas, assez influencées aussi par des travaux d'anthropologie politique, plus précisément d'anthropologie des gouvernances, parce que durant ma thèse, j'ai eu le plaisir de passer quelques temps en séminaire, dans des séminaires de l'école de Marseille, d'Olivier de Sardan, où je me suis un peu abreuvé de leur manière de penser la question des processus bureaucratiques dans le contexte africain notamment, avec le poids de ce qu'il appelle les normes pratiques. Le deuxième point de cette approche méthodologique m'amène à un choix d'une grille d'analyse que je pourrais appliquer à mon cas d'étude. Cette grille d'analyse essaie de montrer, de mobiliser un peu la question du pouvoir sous deux dimensions, c'est-à-dire une dimension qui peut être coercitive, l'usage de la force pour contraindre un acteur A, enfin l'usage de la force par un acteur A à essayer d'influencer ou altérer le comportement d'un acteur B sans le consentement de celui-ci. Et une deuxième dimension plutôt de ce qu'on pourrait appeler le soft power, dans le sens où on peut essayer de changer le comportement d'un acteur sans nécessairement qu'il y ait un usage apparent de la force. Et j'applique ça à une échelle principalement d'observation qui est celle des arènes de décision bureaucratique à l'échelle nationale. Et donc, trois catégories, trois éléments de pouvoir que je sélectionne ici, non pas pour figer les faits, mais pour essayer d'en souligner une certaine régularité ou, dans le cas opposé, des ruptures. Donc, trois éléments donc, de pouvoir qui sont la question de la dimension coercitive, d'une part, et la dimension coercitive d'un, donc trois éléments. Le second étant la question de l'incitation, de l'usage de l'incitation dans des rapports de pouvoir ou de la désincitation pour pousser un acteur à agir avec ou contre son consentement. Le troisième point que je traduis assez mal, qui est probablement assez mal traduit en français, est pensé dans les travaux anglo-saxons par l'usage du terme de dominant information, donc une tendance à dominer l'autre acteur par un rapport assez compliqué de l'usage de l'information. Et l'information ici est à prendre au sens large, l'information au sens primaire, mais aussi l'information en termes de production de savoir, de connaissances et de l'usage qu'on peut en faire. Alors, troisième et dernier point de cet élément de méthode, c'est la sélection des cas d'études. Pourquoi j'en ai sélectionné ce que j'ai sélectionné? Parce que j'essayais de repérer dans mes cas d'études des exemples qui soient suffisamment, on va dire, multiscalaires, c'est-à-dire où on a des enjeux du local au global autant que possible, mais aussi des exemples où, selon mon hypothèse que je défends, l'État n'a jamais été aussi présent que dans le domaine de la gestion des terres forestières. Donc il fallait, j'essayais de trouver j'ai pas beaucoup essayé de trouver, il y en a à profusion. Donc je sélectionnais en fonction aussi du rôle que peut avoir l'État dans une
dans une dynamique de gestion des terres forestières vis-à-vis d'une large gamme, d'une mosaïque d'autres acteurs défendant des intérêts plus ou moins convergents, mais en général plutôt contradictoires à l'agenda bureaucratique. Donc, troisième point donc, de ma présentation, c'est ces cas d'études. Alors, 2 cas d'études, donc il s'agit de la forêt de Ngoela Mintom. Donc Ngoela, je montrerai une carte juste après, c'est dans le sud-est forestier du Cameroun, et francophone, je peux préciser, et Héraclès Farm, donc le projet de palmier, le projet agro-industriel de palmier à huile d'Héraclès Farm, lui, se trouve dans la partie sud-ouest du Cameroun, donc partie anglophone. Mais je n'ai pas du tout analysé cet autre possible aspect d'influence dans mon travail, mais je le précise quand même. Et donc, ces 2 cas d'études, je les ai observés depuis le moment où ils ont commencé à devenir enfin, depuis la mise en agenda, j'ai envie de dire, au niveau national. Donc, pour le cas de Ngoela, c'est depuis à peu près 1995, je expliquerai pourquoi. Et la dernière mission que j'ai faite au Cameroun, dans les 2 cas d'études, c'était en février 2018. Et dans le cas d'Héraclès, le projet commence à prendre forme au Cameroun en 2008. En termes de superficie, Ngoela, c'est à peu près 830 000 hectares. Évidemment, ça dépend des travaux de SIG qui rendent compte de la superficie, donc on n'est pas dans un chiffre exact. Héraclès Farm, c'est 73 000 hectares de forêt, donc destinés a priori à une plantation de palmiers à huile. Le groupe, en termes de groupe d'acteurs, donc les acteurs, là aussi, j'assume un choix prioritaire des acteurs que j'ai estimé ou que j'ai observé chemin faisant comme étant ceux des plus significatifs et des plus prégnants dans les dynamiques de ces rapports de force autour de la gestion des terres forestières. Il y a, au niveau du premier cas de Ngoela Mintom, une forte présence des acteurs, enfin de l'État bien évidemment dans les 2 cas, mais des acteurs internationaux beaucoup plus dans le cas de Ngoela Mintom que dans le cas d'Héraclès, des acteurs, des firmes. Dans le cas de Ngoela Mintom, on a plutôt des firmes extractives, donc de bois, donc les compagnies forestières. À Héraclès, il s'agit plutôt d'une firme principalement, qui est une firme d'agro-industrie. Le champ d'observation, voilà, je l'ai déjà précisé. Donc l'agenda bureaucratique, donc ce que j'appelle ici l'agenda bureaucratique, c'est quel a été à un moment donné le signal de l'État du Cameroun comme étant sa priorité en termes de destinée de chacune de ces forêts. Pour Ngoela Mintom, ça a été clairement l'exploitation industrielle du bois. Pour Héraclès Farm, donc ça a été une tentative de mise d'allocation de la concession foncière pour du palmier à huile. Des contestations dans les 2 cas, il y en a eu, notamment des oppositions à l'exploitation du bois par des acteurs de la conservation pour Ngoela Mintom, et dans le cas d'Héraclès, des oppositions autant des ONG que de la population contre le projet agro-industriel. Et je reviens sur le cas de Ngoela, sur ce même point, en soulignant que la population a plutôt relativement été absente des jeux, des arènes de décision, ou plutôt de l'influence de l'épilogue de cette affaire, dans l'épilogue. Donc l'épilogue en soi, c'est que dans le cas de Ngoela Mintom, on va arriver à une exploitation, à une décision de l'État
d'allouer la forêt de Ngoela Mintom à exploitation. La moitié de la forêt, en gros, va être allouée pour l'exploitation du bois à un moment donné, en 2012 plus précisément. Tandis que pour Héraclès Femmes, ça va être une validation juridique et administrative du projet sur 20% de la superficie initiale. Et je précise aussi que dans les deux cas, l'histoire n'est pas terminée, parce qu'on est dans une... Bon, je vais le détailler tout à l'heure. Donc, commençons par Héraclès Femmes pour donner un peu plus d'éléments de chronologie. Par Ngoela Mintom, excusez-moi. Ngoela Mintom, à un moment donné, a été appelé par certains fonctionnaires du ministère des Forêts au Cameroun comme étant la forêt de la Banque mondiale. Ça, c'était une formule assez frappante lorsque j'étais sur le terrain la première fois. Pourquoi la forêt de la Banque mondiale? Simplement parce qu'à un moment donné, ça a été la Banque mondiale qui s'est mise en travers de l'État pour dire non, il ne s'agira pas de mettre Ngoela Mintom en exploitation, donc en concession forestière, mais il faudra plutôt mettre cette forêt en conservation. Et donc, je vais détailler ça tout à l'heure. Ça commence en 1993, en gros, avec un projet de coopération au Cameroun qui fut financé par la coopération canadienne, donc l'ACDI, qui avait financé un projet qui visait à proposer au Cameroun, au ministère des Forêts plus précisément, un plan de zonage. Ils appelaient ça un plan de zonage du sud forestier, du sud Cameroun, partie forestière. Et l'idée, c'était de proposer une rationalisation de l'utilisation des terres camerounaises à travers ce projet. Donc le projet, on va dire qu'il était relativement, entre guillemets, un peu mal parti parce qu'il a été endossé principalement par l'administration forestière, alors qu'il s'agissait bien plus d'un enjeu bien plus au-delà de la question des forêts, parce que c'était le foncier. Et donc, une des conséquences, c'est que le projet est resté au stade de projet, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été juridiquement acté par l'État du Cameroun, mais à la différence que ce plan de zonage est entré en vigueur malgré tout. C'est-à-dire qu'il est, jusqu'à aujourd'hui, vous entrez dans l'administration, dans les bureaux de l'administration forestière, c'est un peu la carte de zonage qui fait office de premier outil d'aide à la décision dans les services forestiers. Parce que ça a été développé ensuite par des travaux de Global Forest Watch qui a proposé ce qu'ils ont appelé un atlas forestier, et c'est devenu un instrument assez performant d'un point de vue de la visibilité de quelles sont les occupations et les usages des terres forestières au Cameroun. Et donc, à partir de ce plan de zonage, il va donc être défini un certain nombre, une spécialisation des espaces. Donc, si vous vous rappelez, le graphique que je vous ai montré en termes de concessions forestières, d'aires protégées, de forêts communales, ça c'était l'esprit de ce plan de zonage. Et donc, en Ngoela, il va être défini 9 unités forestières d'aménagement. Pour faire simple, c'est des concessions industrielles de bois. Sauf que cet agenda qui prend forme à peu près en 1995 va buter sur un autre agenda parallèle au domaine forestier qui était celui de la dette publique du Cameroun vis-à-vis des créanciers internationaux. Et donc, c'est la période où beaucoup d'entre vous sont probablement familiers de la période des ajustements structurels. Donc, en gros, le Cameroun va être en situation d'endettement assez élevé et parmi les conditions d'un point de vue environnemental qui vont lui être imposées, la Banque mondiale et le FMI vont mettre en avant le fait que Ngoela Mintom ne devrait plus être exploité comme c'était prévu dans le plan de zonage, mais plutôt mise en conservation
parce qu'il fallait satisfaire, le Cameroun devait apporter, on va dire, sa quote-part à l'effort de création de 50 millions de nouvelles zones de conservation dans le monde. Et donc la zone forestière, et c'était Ngoela Mintom qui était la dernière zone de forêt intacte du pays. Donc Ngoela Mintom va se retrouver un peu en jeu à cause de ça. Et donc je passe rapidement, grosso modo, cet agenda de la Banque mondiale va être en fait motivé par une alliance que la Banque mondiale va consentir avec le Fonds pour l'environnement mondial, donc le WWF, pour cette tentative de création de 50 millions d'hectares de nouvelles aires protégées. Le gouvernement camerounais va accepter cette injonction formellement en 2002, parce qu'entre-temps, en 2001, il va atteindre une première... Enfin, on a appelé ça l'admission à l'initiative PPTE. En gros, le Cameroun a été admis en 2001 à la réduction de sa dette. Et donc, ça commence à être vraiment intéressant que, si je caricature un peu, en obéissant sur Ngoela Mintom, on pourrait aller un peu plus loin sur ce qu'on peut gagner d'un point de vue de la dette. Ce n'était évidemment pas le seul agenda, ça je le précise, de la conditionnalité. Donc, 2002, le Cameroun renonce officiellement à exploiter Ngoela Mintom. Et en 2006, je fais rapidement, en 2006, le Cameroun va atteindre sa fameuse initiative PPTE, donc il va avoir l'engagement ferme et contracté du FMI et de la Banque mondiale de lui réduire sa dette en 2006. Et donc, immédiatement après, 2008, 2 ans plus tard, le ministère des Forêts commence à faire monter le discours comme quoi il va probablement falloir rediscuter de la question du gel de Ngoela Mintom, parce que là, maintenant qu'on a eu une réduction de dette, il va bien falloir qu'on booste notre développement économique, notre prospérité économique au niveau national. Et cet agenda de développement économique au niveau national, donc le fameux agenda des émergences des pays africains, dans le cas du Cameroun, va s'appuyer principalement dans son principe sur le fait qu'il faut accélérer l'exploitation des ressources naturelles, donc notamment des forêts. Et donc, le ministère des Forêts, donc là, la bureaucratie forestière fait donc monter en agenda le fait qu'il faut rediscuter de cette histoire du gel de l'exploitation forestière, parce que finalement, ça peut rapporter en le mettant en exploitation. Pourquoi le conserver, puisque maintenant on est moins liés, entre guillemets. Et parmi les choses ils ne vont pas le dire comme ça de façon brutale en disant bon, ça y est, on a atteint le point d'achèvement, on va exploiter. C'est plutôt en faisant monter les enchères, en disant si vous voulez vraiment, vous, acteurs de la conservation, promoteurs de la conservation, que nous maintenions cette option de conservation, eh bien, il va falloir que nous soyons compensés. On retombe sur des présentations qu'on a eues ce matin sur la compensation et des estimations faites notamment par un acteur de l'administration à cette époque était d'à peu près 1,5 million de dollars par an pour pour maintenir la forêt de Ngoela Mintom non exploitée. Évidemment, ça ne va pas se faire. Et donc, en 2012, en gros, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer et le ministère des Forêts va décider de lancer un appel d'offres avec une habilité assez particulière qui est que selon la loi, les appels d'offres pour les concessions forestières, c'est généralement que pour l'exploitation du bois. Et donc, pour montrer une forme de bonne volonté à écouter les doléances de la conservation, donc on va lancer cet appel d'offres, mais plutôt pour exploitation du bois et ou conservation. Ça veut dire qu'en gros, WWF, Greenpeace pourrait postuler
compétir à acquérir les concessions forestières en question, à condition de payer le prix à l'hectare, donc comment on dit, l'enchère correspondante. Les résultats vont être assez clairs, c'est que les acteurs forestiers étant bien préparés vont en fait rafler la mise avec à peu près 80% des forêts, 80% de cette forêt-là en concession d'exploitation et à peu près 20% alloués à une compagnie minière qui avait candidaté pour avoir la forêt de Ngoela comme unité de compensation écologique de ces activités minières qui sont non loin de la zone en question. Bon, pression de l'Union européenne, des acteurs de la coopération, notamment la coopération française, je reviendrai dessus dans les questions si vous voulez, auprès du Premier ministre. Et finalement, le Premier ministre va instruire le ministre des Forêts à revenir sur sa décision, donc sur les résultats et de les ajuster. Donc au final, une décision, cette fois-là purement discrétionnaire, va établir que 49% de la forêt, donc la moitié de la forêt, va aller à l'exploitation. Et le reste, on verra. On verra si les acteurs de la conservation vont finalement, à un prochain round de soumission, mettre la main à la poche. Passons rapidement au cas d'Héraclès. Héraclès, c'est un peu moins compliqué en termes de jeu d'acteurs, mais quand même. Héraclès, en gros, je vais le faire court. 2008, une compagnie américaine, Héraclès Farm, crée une filiale au Cameroun qui va s'appeler SG SOC. Il y a un S qui manque à SOC, à O là. Donc, Héraclès va créer cette compagnie pour la culture du palmier à huile dans le pays. Ce deal-là, donc le MOU va être signé entre la compagnie forestière et le ministère de l'économie. Donc le MINEPAD, c'est en gros économie, plan et administration, planification du territoire, quelque chose comme ça. Aussitôt signé, donc 2010, la compagnie commence à faire de la déforestation pour préparer les zones de pépinière. Elle s'engage dans l'initiative RSPO, qui est un peu une espèce de régime privé de labellisation environnementale pour le palmier à huile durable, et avec un soutien évident du ministère de l'Environnement. Sauf que voilà, 2011, les ONG de conservation vont initier, une ONG locale d'abord, puis des ONG de conservation vont prendre le relais pour contester cette labellisation environnementale et contester les exactions de la compagnie dans la zone de son projet, en mettant en avant le fait qu'il y avait une forte menace que je n'ai pas dit dans le cas précédent aussi, c'est que l'argument de connectivité écologique est mis en avant en se disant la forêt est située, le projet en question est situé dans une zone entourée d'aires protégées, donc il y a un risque évident qu'en mettant un projet agro-industriel là, ça peut casser la dynamique de conservation des aires protégées qui sont autour, à défaut de les élargir, quoi. Donc le projet est là et dans une zone aussi très habitée où il y avait déjà défini en bleu là des forêts communautaires et avec des populations assez éparpillées, ce qui était moins évident. Ici, on a à peu près une estimation de 40 000 habitants, tandis que dans le cas de Ngoela, Mintombo, on était à peu près à une population environnante d'à peu près 10 000 habitants. Donc bref, 2012, donc, Héraclès se retire, du fait de cette pression, se retire de RSPO. Et du coup, il y a j'ai réussi à établir un peu le lien en recoupant un peu l'information à laquelle je ne pouvais pas avoir accès d'un point de vue données empiriques. Donc, je ne pouvais pas, c'est pas faute, pas essayé, je ne pouvais pas interviewer le Premier ministre pour savoir qu'est-ce que lui il a fait, ou le président de la République. Mais sauf que, coup de chance, il y a l'affaire Wikileaks qui va sortir et qui va nous donner accès à des données dont on n'aurait jamais eu accès autrement sur
le point de vue de décision des acteurs placés au plus haut niveau de l'État. Et donc là, je vous mets une citation, pour ceux qui n'ont jamais vu ces fameux Wikileaks, j'en ai un exemplaire là. Donc, il va donc y avoir une campagne assez forte de pression de l'administration américaine qui va demander, vraiment faire pression fortement sur le gouvernement camerounais à faire avancer le projet. Parce qu'entre-temps, du fait du retrait à RSPO, du retrait de la pression des ONG, ils vont décider le ministère des Forêts va arrêter le projet. Mais le Premier ministre ayant reçu très chaleureusement une diplomate, la secrétaire d'État aux affaires africaines, va instruire le ministre des Forêts, pratiquement à écart de quelques semaines, de revenir sur sa propre décision. Et donc le même ministre va re-signer. Donc finalement, ce que j'ai interdit peut tout à fait se poursuivre. Et là, on a le point de vue aussi directement du président de la République vis-à-vis du projet qui va estimer qu'il ne comprend pas pourquoi ces ONG s'agitent autant alors que le Cameroun a d'immenses superficies de forêt et il n'y a aucune raison que le projet n'aboutisse pas. Donc, voilà. Alors, mon temps tourne et donc là, je vous mets juste une photographie pour fin de l'histoire, plutôt épilogue pour le moment, c'est que le président va signer quand même un engagement d'allocation des terres à hauteur de 20%. Donc, des décrets d'allocation des terres de 20% de façon provisoire pour 3 ans, le temps de voir si le projet, dans cette première phase, va avoir les promoteurs du projet vont avoir des actions, vont mener des actions dans le sens de la durabilité. Donc là, le projet, c'est un peu l'évolution du projet. Vous avez en gros en blanc la situation en 2011, plutôt à cette couleur-là, orange clair, on est en 2013, et puis en rouge, la situation en 2016. Quoi. Donc ça a commencé là, et puis jusqu'en 2016, les choses ont continué à évoluer. Donc, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'en tire d'un point de vue analyse des enjeux de pouvoir, encore une fois, en m'appuyant sur ma grille de tout à l'heure, sans en aucun cas essayer d'en figer les faits. Mais quand même, en termes de rupture, la principale rupture que je vois, c'est notamment d'un point de vue de l'usage coercitif de la force, donc de l'usage de la force. Dans le cas de Ngoïla, il n'y en a pratiquement pas eu. Donc on n'a pas eu des cas de violence physique ou d'usage de la force judiciaire ou policière. Mais dans le cas d'Héraclès, on peut faire l'hypothèse que comme le lien au foncier était un peu plus évident et direct dans le cas d'Héraclès, et peut-être aussi la taille de population des villages environnants organisés à défendre leurs terres, on va arriver à une situation où l'État finalement va souvent recourir à la force policière de gendarmerie pour imposer le projet, ou alors suspendre le projet dans le cadre du ministère des Forêts, parce que le ministère des Forêts, à un moment donné, va utiliser son administration pour dire, bon, arrêtez ce projet, et au Cameroun, les eaux et forêts, c'est paramilitaire, donc ça va physiquement arrêter le projet. Donc, un comportement un peu un pied avant, un pied en arrière. La firme ici va souvent faire usage d'une police privée pour protéger sa zone, donc sa zone de projet. Les populations vont souvent occuper la zone de projet. D'un point de vue incitation, l'État, évidemment, au niveau du projet de Ngoïla Mintom, ça va être donc une incitation à agir financièrement pour les ONG de conservation, qui va être de les mettre en compétition dans des appels d'offres avec les forestiers qui, eux, sont assez rodés à ce genre d'exercice. La Banque mondiale qui va utiliser les conditionnalités écologiques, les ONG qui vont, à un moment donné, mettre en avant les enjeux de rente et tout ça, de rente carbone. Dans le cas d'Héraclès, l'État, pareil, va avoir besoin va mobiliser des outils d'attractivité, notamment d'investissement,
de l'émergence qui forcément joue un effet un peu d'appel d'air pour les compagnies. La firme, dans les deux cas, va mettre en avant les possibilités de création d'emplois. Les ONG, donc usage quasi systématique, dans le cas principalement des raclès, du name and shame. Donc on vous fait des campagnes de dénonciation pour vous faire honte sur la scène internationale et salir l'image. Donc, d'un point de vue asymétrie d'information, là aussi, dans les deux cas, on observe un recours à ce qu'on appelle au Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, la tolérance administrative. Ça consiste à quoi? Ça consiste à autoriser des choses qui peuvent être soit en marge de la loi, soit alors pas du tout conforme à la... Enfin, soit en partie conforme à la loi, j'ai envie de dire. Donc on vous autorise à agir et stratégiquement, c'est une possibilité de vous dire à tout moment, stop, oh là là, vous n'avez pas ci pendant qu'on y est, vous n'avez pas tel document, vous n'avez pas rempli telle condition. Et donc on vous fait fonctionner dans une zone grise dans laquelle vous n'avez point de maîtrise. Donc dans les deux cas, il y a eu un peu recours à ce type de comportement. Et des décisions ambiguës aussi, bien entendu, pour les firmes, plus dans le cas d'Héraclès que de l'autre. Donc, au cas d'Héraclès, on va avoir une tentation de légitimation du projet en utilisant un peu des labellisations environnementales qui sont censées donner de la crédibilité au projet. Les ONG, dans les deux cas aussi, vont se comporter d'un point de vue asymétrie d'information ou suprématie de celle-ci, en mettant en avant cet agenda des connectivités écologiques, parce que je pourrais remontrer la carte de Ngoéla aussi. Ngoéla, c'est situé en plein milieu des protégés majeurs du Cameroun. Et puis la mobilisation de la contre-expertise universitaire. Parce qu'autant Héraclès va mettre en avant, va payer des études d'impact environnemental assez sophistiquées, autant Greenpeace va solliciter des universités, notamment l'université de Göttingen, enfin, c'était pas moi, l'université de Göttingen et l'université de Chang, qui vont faire des études écologiques pour montrer que ce projet est vraiment un danger pour la forêt. Je devrais déjà conclure, effectivement. Donc, ça, je peux passer. Là, c'était juste un clin d'œil à ce que dit la Constitution, finalement. J'ai essayé de regarder dans la Constitution qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de... Sachant que cette Constitution, la loi est de 1994, mais on a une Constitution révisée en 1996. Que dit la Constitution d'un point de vue gestion des ressources naturelles, si possible, durabilité, rationalité? Bon, aucun mot-clé de ce type-là n'est retrouvé, mais par contre, le seul passage qui fait allusion à la ressource naturelle met plutôt en avant, et c'est dans le préambule, le fait que le Cameroun est résolu à exploiter ses ressources, ses richesses naturelles afin d'en assurer le bien-être. Et il y a évidemment la dimension de souveraineté qui est assez importante pour le pays. Deux derniers diapos, normalement, c'est fini. Alors, d'un point de vue conclusion, donc je rappelle ici juste quelle était mon hypothèse de départ. Donc, mon idée de réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler, on pourrait discuter de la formulation, mais de ce qu'on pourrait appeler l'instinct de transgression, c'est-à-dire qu'on va avoir un État dans une espèce d'appétit permanent à violer ses propres dispositions et ses propres engagements. Eh bien, je retrouve un peu... de façon plus ou moins claire cette tendance dans des travaux notamment de Bayard. On en parlait un peu tout à l'heure, mais plutôt sur ces travaux sur ce qu'il appelle l'extraversion. Et donc pour lui, cette extraversion, c'est un peu une espèce de réaction, entre guillemets, normale d'un acteur, d'un État en situation d'État africain qui se retrouve face à des injonctions, à des situations de dépendance internationale dont il ne maîtrise pas tous les contours. Et parallèlement à ça, dans le même sens plutôt, on a des travaux plutôt en post-colonial studies, notamment d'Achille Mbembe, qui lui appelle ça une espèce de faire semblant, donc où il ne faut pas chercher une cohérence d'un État
qui subit un héritage colonial parce que forcément, cet État va être dans des postures, a été habitué à être dans des postures de création, de fabrication, de production de simulacres pour s'en sortir. Durant ma thèse, on a essayé aussi, notamment dans un papier avec Alain, d'essayer de réfléchir sur ce que moi je considérais, j'observais durant la thèse, dans les deux cas d'études, un peu comme une espèce de gouvernement de ruse. C'est-à-dire l'État va avoir tendance vraiment à ruser en fonction des situations pour essayer d'imposer son agenda. Et dans un dernier papier aussi récemment où j'essaie de continuer cette réflexion en montrant comment ce comportement peut être finalement assez typique d'un État en situation de souveraineté limitée. Donc, 30 secondes pour conclure. Deux questions que cela suscite parce que cette hypothèse, elle semble tenir jusqu'à un certain niveau, mais je suis conscient moi-même aussi des limites du raisonnement, notamment en termes d'intentionnalité. Dans le cas, du Cambodge qui a été présenté tout à l'heure, notamment, on discutait, il était question, tu parlais évidemment précisément de ces questionnements de jusqu'où on peut montrer que l'État cambodgien est aux commandes de la déforestation dans son pays, sur son territoire. Ici, j'ai à peu près le même questionnement en termes de jusqu'où je peux pousser le raisonnement de l'intentionnalité d'un acteur pris à une échelle globale, donc le gouvernement, l'État, le gouvernement et même la bureaucratie spécialisée. Ça reste assez gros tout ça, mais quelles sont les logiques en interne qui finalement font qu'on puisse faire monter en généralité ce genre d'hypothèse. Et jusqu'où ce raisonnement-là que j'observe dans le cas des politiques d'usage des terres forestières peut être révélateur du comportement d'un État, entre guillemets, à souveraineté limitée, dans le cas plus général des politiques foncières, que ce soit à Madagascar ou dans d'autres contextes similaires. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là et laisser place aux questions. Désolé pour les 2 minutes de déborder. Merci beaucoup. Ouais, moi j'avais plus une question un peu enfin c'est comme ça aller un peu vite sur le Héraclès. En fait, quel a été le rôle des États-Unis? Enfin, tu parlais de la diplomatie internationale et notamment des États-Unis qui avaient eu un rôle. C'est plutôt, ils ont appuyé le projet ou ils ont plutôt eu tendance, au contraire, à désapprouver le projet? Oui, je peux reprendre tout de suite. Pardon. Le rôle des États-Unis a été assez clair. Enfin, des États-Unis, si on considère que la secrétaire d'État aux affaires africaines représente son gouvernement, parce que c'était des audiences officielles et assez formalisées, c'était de défendre les investissements américains au Cameroun. Donc le Héraclès rentrait clairement dans ce chemin-là, c'est-à-dire que c'était de faire pression sur le Premier ministre. Ça avait commencé d'abord par l'ambassadeur des États-Unis, encore une fois, confère les câbles de Wikileaks que j'ai ici. Ça avait commencé par l'ambassadeur des États-Unis qui poussait auprès du ministère des Forêts l'idée que, attention, ce serait quand même un mauvais signal si un investissement majeur d'une compagnie américaine au Cameroun venait à être stoppé du fait d'un manque de soutien évident du gouvernement vis-à-vis de ce projet-là. Après, c'est monté en niveau d'intervention avec donc la secrétaire d'État qui avait passé, je crois, 4 jours, deux fois des visites au Cameroun pour aller plaider auprès du Premier ministre. Ce n'était pas le seul point en agenda, mais c'était un des points en agenda officiel, enfin officiel d'un point de vue Wikileaks, mais un des points d'agenda qui était de défendre donc l'investissement américain dans une situation d'adversité de cet investissement-là vis-à-vis des ONG de conservation notamment.
Merci. Sigrid Aubert. Moi, je m'interrogeais sur la notion de souveraineté, d'État à souveraineté limitée, parce que ça, c'est un point de vue, certes, limité par rapport peut-être aux pressions internationales extérieures, ou j'imagine, mais quand même, au niveau de la relation entre les agents de l'État et les populations locales, elle n'est pas tellement limitée. La souveraineté, au contraire, elle semble très importante. Donc, je m'interrogeais par rapport à l'emploi de ce terme-là. Pour continuer, j'ai cru voir, c'était rapide, mais qu'il y avait une forêt communautaire sur la zone, et donc comment celle-ci a été considérée. Est-ce qu'elle a été déclassée ou je ne sais pas, parce que normalement les deux statuts ne sont pas compatibles, ou bien, je ne sais pas. Je dis, il y avait bien une forêt communautaire, et donc comment est-ce que celle-ci a été déclassée, ou comment est-ce que ça a été géré, son statut foncier, par rapport à l'attribution de la concession? Voilà. Et puis enfin, une dernière remarque en tant qu'anthropologue du droit, moi je m'interroge toujours quand on appréhende les dynamiques de l'État et les rapports de force qui se construisent en son sein. Je suis toujours intéressée sur la personnalisation des agents de l'État, parce que l'État reste une fiction de mon point de vue, et donc ce sont ces agents et les motivations de ces agents, et notamment leur rapport à la territorialité par rapport aux décisions d'affectation des terres qu'ils envisagent à l'échelle nationale. Cette question-là, est-ce que vous l'avez appréhendée ou pas? Oui, déjà, pour la troisième question, alors la dernière, la question de la personnalisation des agents de l'État, donc du comportement de l'État via ses agents, ça c'est précisément ce que je mets un peu en avant en termes de limites de mon hypothèse et de mon raisonnement ici à la fin de ma présentation, en disant que en questionnant jusqu'où on pourrait valider ces raisonnements d'un recours systémique à la transgression, lorsque on sait que mon raisonnement et mon travail jusqu'ici a été principalement basé sur une approche relativement macro des entités. Donc j'observe le comportement du ministère j'observe le comportement du gouvernement lorsqu'à un moment donné, ça va monter au niveau du président de la République. Je vais estimer que, bon, quand même si le président de la République ne peut pas parler au nom de l'État, je ne sais plus trop qui on pourrait croire de ce point de vue-là. Mais en même temps, je suis conscient et j'ai relativement essayé de le prendre en compte durant ma thèse. Parce que, évidemment, les interviews, les entretiens que je fais, je ne les fais pas avec le ministère, je les fais avec le fonctionnaire X, notamment la formule que je vous ai présentée tout à l'heure, que j'ai évoquée en termes de Ngoela Mintom, la forêt et la Banque mondiale. Ça, c'est vraiment un truc qui est revenu sur, je dirais peut-être, 2/5 des personnes, des fonctionnaires à différents niveaux avec qui j'ai discuté au niveau de l'administration forestière, qui avaient cette perception et cette impression que la conservation, le projet de conservation de Ngoela leur avait été imposé par la Banque mondiale. Et il se trouve que cette impression se reflète finalement sur le comportement du ministère des Forêts, pris comme entité de groupe cette fois-ci, lorsqu'il va décider, au moins du point de vue de la signature, de ce que le ministre met en avant, de mettre Ngoela Mintom en compétition avec les ONG de conservation à un moment donné où celles-ci s'attendent le moins et où on sait à peu près qu'elles ne sont pas en capacité de compétir réellement avec les autres acteurs. Donc, je prends tout à fait entièrement votre remarque sur la nécessité de retracer donc l'action de l'État au quotidien, dirait Birchman,
ou de Sardin, donc la nécessité de reclasser l'action de l'État au quotidien à travers individuellement des gens, mais à un moment donné, il y a des comportements qui, pris dans l'ensemble, finissent parfois par valider une hypothèse, une observation un peu plus globale. Pour les forêts classées, les forêts communautaires, donc la deuxième question, les forêts communautaires d'Héraclès Farm, je pourrais remontrer la carte rapidement. Oui, c'est ça. Donc, il y avait effectivement, je crois, 4 forêts communautaires dans la zone. Il y a 4 forêts communautaires dans la zone, donc ça répond tout de suite à la question. Elles n'ont pas été déclassées. Pourquoi? Une des explications que je pourrais avancer, c'est que précisément le projet, jusqu'à ce que le président de la République ne prenne un décret pour valider partiellement 20% de l'allocation des terres, le projet d'Héraclès était censé rester top secret entre la haute administration. Top secret, sauf que ça s'implémente quelque part où habitent des gens. Et donc, c'est la contestation précisément locale. Donc, l'ONG CEF, là, donc, que je montre ici, c'est la contestation va partir de la base. C'est-à-dire qu'ils vont porter plainte au niveau du tribunal du Ndian, donc du département d'à côté, contre ce truc-là. Et c'est cette plainte qui va être montée en mayonnaise par d'abord une ONG nationale, le CED, ensuite donc des ONG, des bingos comme les appellerait Marie Rabinsky, donc des grosses ONG qui vont prendre l'affaire pour la mettre sur la place publique au niveau international. Excusez-moi, la plainte juste sur la base du statut de forêt communautaire, elle s'établit sur cette base. Sur la base de la forêt communautaire, mais des terres villageoises aussi. Parce que, comme vous pouvez voir, et c'est peut-être pas très clair, vous voyez ces petits points-là, c'est des villages. Donc il y a des villages dans la zone qui a été prédéfinie comme étant la zone cible du projet. Dernière question rapidement, la souveraineté limitée. Oui, vis-à-vis de la population. Effectivement, je m'inspire de ce travail, de cette réflexion sur la souveraineté limitée, en regardant davantage, en prenant davantage la question de la souveraineté dans sa dimension externe. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire l'État, entité nationale, vis-à-vis des acteurs en dehors de l'État, donc en dehors de l'État d'un point de vue géographique. Et c'est vrai que je n'ai pas, je vous l'avoue, je n'ai pas beaucoup réfléchi à est-ce que cela met en avant, met en mal l'idée de souveraineté effective ou plus ou moins réelle de l'État au niveau interne. Mais comme de mémoire, je sais que dans ma tête, je l'ai précisé que voilà, d'un point de vue souveraineté, je me place sur la souveraineté prise au sens statehood externe, vis-à-vis des acteurs internationaux. Mais il faudrait effectivement affiner ce raisonnement en mettant ça en cohérence avec la souveraineté locale. Merci. Oui, 2 points. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le tout début de ton exposé quand tu dis au Cameroun, l'État est propriétaire de toutes les forêts. Et tu cites justement le texte du Code foncier dans lequel l'État est le gardien de toutes les terres. Et il y a, si ce terme de gardien a été utilisé, d'ailleurs en anglais, dans la partie anglaise, dans la traduction anglaise, c'est keeper, c'est véritablement, c'est bien justement que l'État n'est pas propriétaire. C'est une pratique administrative qui fait que les gens se sont arrangés en considérant que l'administration s'est comportée comme étant propriétaire. Mais le droit est assez clair. Et c'est bien pour ça que derrière, il faut des procédures pour constituer le domaine privé de l'État. Que ces procédures s'appellent classement, que ces procédures s'appellent effectivement immatriculation, même si au Cameroun, on a décidé que le classement valait immatriculation, même si j'ai un avis qui est un peu différent de celui de Sigrid. Je pense que les deux procédures sont bien distinctes et qu'elles ont leur raison d'être, effectivement. Mais je pense que c'est quand même un point important. En RDC, c'est différent. En RDC, la loi dit depuis Mobutu qu'effectivement, toutes les terres appartiennent à l'État. Ils font beaucoup d'acrobaties, même si le code forestier dit à la fois
une chose, toutes les forêts appartiennent à l'État, et il dit aussi son contraire en disant que tous les droits de propriété traditionnels sont reconnus. Bon, donc mais ça, il y a effectivement, il y a des manières de s'arranger. Tu l'as assez bien décrit dans ton point. Juste sur un point, la question de l'intentionnalité, sur la question de l'État, sur la question État fragile, est-ce que l'État veut, décide, pense? Moi, je suis effectivement, j'ai toujours été très sceptique sur cette idée qu'il y avait, qu'on pouvait déterminer véritablement ce qui était une politique d'un État de manière homogène qui serait véritablement délibérée, pensée et mise en œuvre. On en a beaucoup discuté. Mais je crois qu'il faut qu'on sépare les grandes affaires des petites affaires. Les grandes affaires, c'est le pétrole. Enfin, ce sont effectivement, c'est les grandes mines. Et les petites affaires, c'est les forêts. Alors pour nous, ce sont des grandes affaires. Mais finalement, là, c'est un champ dans lequel on laisse les porteurs de rente, les différents ministères, on laisse les gens se battre. Et tu l'as très bien expliqué dans ta thèse, sauf qu'à un moment donné, il y a des lignes rouges. Et quand on franchit la ligne rouge, à ce moment-là, l'État, après avoir laissé effectivement les différents clans, si effectivement mettre en avant leur agenda, se disputer, etc. Quand effectivement c'est trop grave, il y a quelque chose qui, à un moment donné, ça s'arrête parce que on passe de la petite affaire à la grande affaire, effectivement, et quand il y a un risque. Alors, en ce moment, il y a quelque chose d'intéressant à RDC, c'est que il y a une grosse affaire. Ce qui devrait être une grosse affaire, c'est que la Norvège va mettre plusieurs centaines de millions de dollars avec d'autres pays pour la protection des forêts, avec un moratoire sur l'attribution des concessions, etc. Or, de manière assez... donc il y a quand même 200 millions de dollars qui sont programmés. Il y en a encore 300 qui doivent venir. C'est quand même pas négligeable comme somme. Et de manière assez surprenante, il y a toute une tendance au sein du ministère des Forêts, parce que c'est comme ça qu'on se fait de l'argent personnellement, qui a décidé de lever ce moratoire et qui a réattribué un nouveau ministre qui a attribué des concessions qui avaient été... Et on se pose la question, quel est le jeu de l'État? Est-ce que l'État pense? Je pense personnellement qu'on est vraiment dans la petite affaire encore, parce que le clan Kabila tient des choses beaucoup plus importantes qui sont la sécurité, les relations internationales, et puis les grandes affaires qui sont les grandes mines de cuivre, les grandes mines de pétrole. Et là, visiblement, il semble qu'il s'agisse d'un jeu du ministre des Forêts pour enrichir sa clique, puisque de bonne source, je sais que le ministre des Affaires étrangères est absolument furieux contre son collègue, puisque la Norvège et CAFI a arrêté tous les déboursements. C'est-à-dire les 200 millions sont totalement gelés aujourd'hui. Ce qui fait quand même normalement beaucoup plus d'argent, etc. Mais voilà, on est dans le champ des petites affaires. Et donc je crois qu'il faut simplement, plutôt que se poser la question de l'État, a-t-il une politique, pense-t-il, etc., comment il joue, je pense qu'il faut qu'on regarde effectivement les différents niveaux d'importance. Bon. Et alors, dernier point, je pense aussi que de plus en plus, le fait que ces pays se soient en partie libérés de la dette, avec le désendettement, même si beaucoup se réendettent rapidement en ce moment avec la baisse du prix du pétrole. Et surtout le fait que maintenant ces pays puissent effectivement compter sur la Chine, qui ne pose pas de conditions de ce point de vue et qui est prête et joue d'ailleurs tout à fait un rôle. Hein. On parlait tout à l'heure de la manière dont tout le secteur forestier dans ces pays est en train de basculer complètement aux mains des Chinois. Ça s'est accéléré depuis une semaine. Je pense effectivement que on change de souveraineté limitée. Disons qu'on passe d'une souveraineté qui était limitée vis-à-vis des bailleurs de fonds à une souveraineté qui va être éventuellement limitée vis-à-vis des intérêts de la Chine, qui maintenant pèse un rôle très très important, si on parle de la souveraineté externe. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de commentaires que je prends tout à fait entièrement. Et peut-être quelques éléments de réponse sur déjà le point le commentaire sur le parallèle avec la RDC. Je serais en partie d'accord avec toi sur le fait que la question des forêts peut, dans beaucoup de cas, relever d'un petit agenda gouvernemental. Mais il y a des échelles aussi, notamment ce gel des concessions, enfin ce gel de l'allocation des concessions et levée des allocations de ces concessions, notamment pour ce qui est en cours en 2018, là, en RDC. Je ne sais pas jusqu'où cet agenda-là est séparé
de l'agenda politique de haut agenda, de haut niveau national, qui est celui des élections, pour faire simple. Là, la RDC est dans une phase où les élections sont plus ou moins en perspective, je ne sais pas quand ou si même ça se fera. Voilà, mais en tout cas, on est dans l'ambiguïté d'un chemin vers les élections. Et le fait que cela arrive maintenant, c'est vraiment une hypothèse de comptable. Le fait que cela arrive maintenant, à mon avis, peut être aussi à mettre en écho avec le fait que pour financer une campagne électorale, le ministre des Forêts n'est peut-être pas la personne qui peut prendre l'initiative de soulever un autre, comment on va dire, un autre blâme de la communauté internationale au moment où déjà ils ont beaucoup de casseroles, entre guillemets, à gérer. Donc, vraiment, c'est un questionnement. Et du coup, de fait, cette question du petit agenda des forêts peut presque monter en importance. Et évidemment, il peut y arriver qu'il y ait sélection des acteurs qu'on met sur le processus d'une décision comme celle-là. On peut avoir décidé, je ne sais pas quel est le poids du ministre des Affaires étrangères dans le parti politique dominant pour savoir si on l'a mis au courant ou pas de cette option qui pourrait permettre de... Bref, j'arrête là. D'un point de vue oui, il y avait... Voilà, État gardien. Oui, je pense que là, on est précisément dans un... Je ne sais pas, Cédric, je parle vraiment un peu ignorant des processus juridiques. Mais pour moi, c'est typiquement un exemple de jusqu'où on peut aller dans l'interprétation des textes ou des dispositions juridiques. Parce que précisément, l'idée, là, je n'ai pas cité le décret de 1976, donc, qui met en pratique cette loi de 1974, mais où ça a l'air encore plus, légèrement un peu plus assumé que l'État, quand même, il faut que ça dépende de la décision de l'État pour tout ce qui est allocation des terres. Mais déjà, quand même, rien que sur cet extrait, il y a certains fonctionnaires qui estiment que c'est clair. C'est clair. Donc, d'un point de vue formel, oui, on a dit gardien, mais qui peut prendre le risque d'aller vendre une terre sans avoir un minimum au moins de droits coutumiers reconnus dessus? Droits coutumiers reconnus, ça veut dire validé, ne serait-ce que par, encore une fois, l'État au quotidien, par le petit agent, petit en termes d'échelle, hein, par le fonctionnaire local. Donc, il faut toujours, à un moment donné, le petit tampon rouge à une étape quelconque du processus pour valider les transactions. Donc, voilà. Merci. Donc, je voulais continuer sur ce que tu as soulevé à la fois en début et en fin d'exposé sur la question de l'intentionnalité, la notion de transgression qui renvoie à une intentionnalité, donc qui effectivement pose problème par rapport à une entité comme l'État. C'est juste deux petites choses en fait. Là, j'emprunte la première à alors je ne sais plus s'il est juriste ou anthropologue du droit, mais peu importe, David Zablowski, qui est quelqu'un qui travaille sur les questions minières, en particulier en Amérique latine, et qui utilise la notion d'absence ou de présence sélective de l'État. Alors on pourrait dire que ça tire l'État du côté d'une espèce d'hyper-intentionnalité, mais ce n'est pas inintéressant pour regarder les moments où l'État est là ou pas, dans un même processus en fait. Là on est peut-être au-delà des petites ou grandes affaires, ça peut être dans des petites ou des grandes, mais l'idée de voir à quel moment l'État se retire en quelque sorte du processus pour laisser certains acteurs négocier entre eux, à quel moment il réintervient, parce qu'il y a intérêt en quelque sorte. Là on est dans une vision totalement intentionnaliste, hyper intentionnaliste, qui peut être critiquable de ce point de vue-là, mais qui permet de voir les choses. Lui il le fait sur la question des relations entre communautés locales et industrie minière, sous pression forte aussi de la Banque mondiale, donc dans un contexte à la fois très localisé et très globalisé en termes d'acteurs.
Donc c'est un premier point. Et le deuxième point, et là, par contre, là, c'est peut-être une façon de sortir de cette question de l'intentionnalité. Évidemment, je pense que le détour absolument incontournable par la déconstruction, l'analyse des jeux d'acteurs, etc. Ça, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de tout ça, et ça, c'est absolument essentiel. Mais à un moment donné, il reste toujours un genre de résidu qui fait que quelque part, l'État, ça peut être une fiction, mais les fictions existent aussi. Tout ça, ça existe aussi, en fait. C'est ça le problème, c'est que le jeu d'acteurs ne permet pas d'expliquer tout. Et à un moment donné, il faut réintégrer l'existence de ces fictions ou de ces entités qu'on n'arrive pas facilement à qualifier. Il faut les réintégrer dans l'analyse parce que sinon on loupe un truc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce que je trouve intéressant là pour le coup, c'est de se tourner en gros vers la sociologie de la traduction de l'acteur réseau à la Tour Calon. Et l'idée, comme le propose, ça c'est c'est pas pour faire le malin avec des citations, mais parce que je viens de lire ça récemment, un anthropologue qui s'appelle John Wagner qui travaille sur la question de l'eau et qui réintègre dans son analyse de l'eau comme actant ou acteur, peu importe. Et l'idée, c'est de donner de considérer l'agencéité, agency au sens de guidance, de la considérer aussi pour des actants qui sont non humains, mais en élargissant la notion d'agencéité, en disant un acteur, c'est une entité qui a un impact sur un réseau d'acteurs, quelle que soit l'intentionnalité. C'est-à-dire, il y en a ou il n'y en a pas, en fait. Et la théorie de l'acteur réseau, c'est exactement ça. C'est une théorie où il n'y a pas d'intentionnalité, en fait, mais il n'y a qu'une série d'impacts. Alors évidemment, ça ne suffit pas non plus, donc il faut retourner à un moment donné vers nos acteurs avec une intentionnalité. Mais je pense qu'à un moment donné, s'extraire du jeu d'acteurs intentionnel pour voir aussi les impacts d'autres acteurs ou actants ou macro-acteurs qui sont là aussi, je pense que c'est absolument essentiel. Il y a, sur les questions minières, là encore, il y a un autre anthropologue qui travaille sur l'idée, enfin qui utilise la notion de Léviathan pour caractériser des macro-acteurs. Les macro-acteurs, c'est en gros l'industrie minière ou une compagnie minière qui apparaît comme un espèce de monolithe. Ce qu'elle n'est évidemment pas si on regarde d'un peu plus près comment ça fonctionne, mais ce qu'elle est aussi, mais ça vaut aussi pour la communauté locale qui se construit aussi comme entité ethnique, par exemple, et qui devient aussi un genre de macro-acteur doté d'une action, dotée d'impact sur un système, mais sans pour autant qu'on puisse trouver une intentionnalité qui soit nichée quelque part dans cette entité. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est la fin de journée. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt à marcher sur les deux pieds, à savoir considérer de manière très très interactionniste le jeu des acteurs à tous les niveaux, mais considérer aussi sur un mode, je ne sais pas comment le qualifier, méta-interactionniste, le jeu d'acteurs réseau et d'actants qui ne sont pas dotés d'intentionnalité, mais qui ont des impacts sur un jeu donné. De façon très ponctuelle et en complément de la discussion, tu sens que l'analyse de l'État finalement sur le ministère des Forêts et la présidence, on voit les ONG environnementales, Greenpeace, WWF, etc. Et sauf erreur de ma part, tu parles peu ou pas du ministère de l'Environnement et du coup en termes de lutte interinstitutionnelle, contradiction interne à l'appareil d'État, est-ce que le ministère de l'Environnement a des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il est plutôt du côté de Greenpeace? Est-ce qu'il est complètement absent? Enfin, dans le paysage, j'ai l'impression que c'est un peu en creux là, et donc je ne sais pas s'il lui joue un rôle ou pas. Rapidement, le ministère de l'Environnement, j'ai évoqué ça, c'est vrai, rapidement, dans Héraclès Farm, notamment. Oui. Donc, cet acronyme-là, c'est ministère de l'Environnement, bon, bref, ministère de l'Environnement. Pardon. Non, je ne l'avais pas dit. Donc, dans ce cas d'Héraclès, le ministère de l'Environnement, en fait, a eu un jeu pas de soutien, je dirais pas ça, mais disons de spécialisation, de spécialisation dans ce projet. C'est-à-dire spécialisation dans le sens où il s'est concentré sur sa compétence de donner l'oquitus, ou plutôt l'ascension sur
l'environnementalité du projet ou pas. Et ça s'est traduit par ce qu'on appelle dans la boîte à outils de validation des projets du ministère de l'Environnement, ils ont ce qu'ils appellent le certificat de conformité environnementale. C'est-à-dire, ils l'ont délivré à Héraclès et ça a été un des documents, pour aller vite, un des documents que Héraclès a fait valoir pour avoir son RSPO, donc sa labellisation environnementale du projet agro-industriel. Ça, c'est d'un premier point. Deuxième point, ça a été aussi un travail de validation de l'étude d'impact environnemental. Ça aussi, c'est prévu. Donc, il y a le certificat qui est délivré directement par le ministère et il y a l'étude d'impact environnemental qui est en fait le fruit d'une expertise externe, mais dont la validation dépend du ministère de l'Environnement. Donc, les deux documents ont concouru à soutenir la labellisation environnementale de ce projet. Mais au-delà, après, il n'a pas joué un rôle majeur dans les discussions. Après, je précise entre parenthèses qu'il y a une conflictualité extrêmement forte en ce 2018 encore, depuis la séparation des deux administrations. Avant, c'était ministère de l'Environnement, ministère de MINFOF, ministère de l'Environnement et des Forêts. Et voilà, ça a été coupé, je crois, 2004 par là, 2005. Et c'est devenu ministère des Forêts et ministère de l'Environnement. Et il se trouve que moi, j'y étais à ce moment-là du ministère de l'Environnement, après, à ce moment-là, dans cette administration-là. Et la conflictualité est allée jusqu'à la discussion, là encore, à un usage coercitif de la force pour faire valoir la prévalence ou la préséance dans le choix des bureaux, le nombre de bureaux à avoir, ou une administration casser les bureaux de l'autre dans la nuit pour occuper l'espace. Et donc ça reste assez prégnant jusqu'à aujourd'hui dans leurs relations. Rapidement, dans le cas de Ngoela Mintom, le ministère de l'Environnement a soutenu la proposition d'un des acteurs de la conservation, c'était Wildlife Works Carbon, si je ne me souviens pas, un bureau, une entreprise de carbone américaine qui voulait obtenir la forêt. Et, elle a été disqualifiée, mais ils ont eu un soutien en termes d'expertise et de labellisation aussi, de oui, ce serait environnementalement bien d'avoir ça du ministère de l'Environnement. Mais le grand acteur du jeu reste le ministère des Forêts dans les deux cas. Et je souligne aussi, pour conclure, que deux administrations dont on s'attendrait à ce qu'elles jouent un rôle majeur, notamment dans le cadre du projet agro-industriel, qui sont l'administration de l'agriculture et l'administration du domaine. Il s'agit quand même du foncier, mais elles sont complètement absentes. Donc on a, en gros, dans ce cas-là, le ministère du Plan et de l'économie, en gros, qui dit allez-y, c'est conforme à l'émergence, à l'agenda économique de prospérité et tout ça. Et on a le ministère des Forêts qui dit il s'agit des terres, certes, mais des terres forestières. Mais les autres administrations sont relativement assez effacées. Merci beaucoup, Symphorien. Merci. Merci, Cyril. Merci à vous.